Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, le président Les Républicains du Sénat. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Gérard Larcher. Bonjour. On vient de l'entendre dans le journal permanent. À l'inverse des Occidentaux, le président ukrainien Zelensky continue d'affirmer que le missile tombé en Pologne était bien russe. Américains et Européens sont très prudents et accréditent même l'hypothèse d'un missile de défense ukrainien. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Zelensky? Où veut-il nous emmener? D'abord, moi je pense comme le président Macron qu'il faut attendre les résultats de l'enquête. Mais je partage avec le secrétaire général de l'OTAN que la Russie porte la responsabilité car c'est le résultat direct de la guerre qu'elle a déclenchée et des attaques massives que mardi elle a lancées contre des objectifs notamment civils en Ukraine. Donc je pense qu'il faut garder son sang-froid. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le président polonais. Mais ma question, c'était sur le président ukrainien. Le président Zelensky est en la situation d'un chef de guerre. Il doit soutenir un peuple qui combat. Et donc, dans sa situation de chef de guerre, je dois dire que on peut au risque d'un engrenage. Entendre ce qu'il dit. Mais notre responsabilité, c'est d'avoir notre sang-froid, d'entendre les résultats de l'enquête et en même temps d'être aux côtés de l'Ukraine, la soutenir, et nous aurons la conférence de Paris pour aussi soutenir en direct la population civile qui s'apprête à passer un hiver extrêmement difficile. Et oui, le soutien est là, mais sur le terrain, les bombardements se poursuivent sur de nombreuses villes ukrainiennes. L'ombre, Gérard Larcher, d'un début de négociation est bien loin. Emmanuel Macron a essayé à de nombreuses reprises. Là, on le voit au G20, il y a un surinvestissement à l'international de sa part, mais pour quel résultat? Écoutez, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. J'ai vu que le président Biden aussi rencontrait que le président chinois n'était pas totalement inactif. Il faut naturellement toujours garder une porte ouverte pour la négociation. Notre voix à nous, que pèse-t-elle? Notre voix, elle pèse parce qu'elle est une voix qui n'a pas fermé, j'allais dire, toutes les voies de dialogue, et en même temps parce qu'elle est dans l'union avec l'Union européenne et l'OTAN. Vous parlez de l'Union européenne. Est-elle unie sur un sujet majeur, explosif? Les migrants à Toulon, interpellés à l'Assemblée nationale par une députée RN, Gérald Darmanin, lors d'un vif échange, a lancé « Si vous étiez en responsabilité, vous auriez laissé mourir ces 44 enfants ?» Et vous, qu'auriez-vous répondu, Gérard Larcher? D'abord que c'est une politique migratoire qui manque de cohérence. 2018... le président de la République refuse à l'Aquarius d'accoster. Nous acceptons l'océan Viking et je dois dire qu'on n'y voit plus très bien clairement quelle va être cette politique migratoire. D'un côté, il y a un devoir humanitaire. Sauver, soigner, nourrir. Et accueillir. Et de l'autre côté, il y a un devoir d'État d'avoir une politique migratoire. Et c'est ça la question qui doit être posée. Sauver, soigner et accueillir, parce qu'on peut sauver, soigner sur le bateau et ramener quand vers le bateau il ports. était plus près du port de Sfax qu'il n'était du port de Toulon. Je pense qu'il faut avoir des cohérences et que nous n'avons pas du tout avancé au plan européen. Souvenez-vous, la présidence française devait être la conclusion du pacte asile-migration. Il n'en a rien été. Voilà pourquoi nous devons nous doter d'une législation nationale où nous répondons à la question de l'asile. Je voudrais simplement que les auditeurs mesurent qu'en 1973, il y avait 1620 demandes d'asile accordées en France. Aujourd'hui, il y a 121 000 demandes d'asile. Nous avons délivré plus de 270 000 titres de séjour. Ça devient une filière d'immigration ? Il faut donc que nous répondions à traiter l'asile, traiter l'immigration du travail par des quotas décidés par le Parlement, traiter la question du regroupement familial. J'ai rencontré la semaine dernière la présidente de la CEDH, parce que on invoque toujours l'article 8 et j'allais dire la situation n'est pas aussi simpliste qu'on veut bien la décrire. Il faut aussi qu'on traite de l'éloignement, vous savez. Mais ça fait 40 ans qu'on tient ce discours, monsieur le président du Sénat. Non, il y a 40 ans, on arrivait à traiter ce sujet. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. Mais la question, c'est pourquoi? Parce que vous avez souligné les incohérences, dites-vous, entre la politique d'Emmanuel Macron en 2018 lors de l'Aquarius. Là, 2022, l'Ocean Viking. Qu'est-ce qui a changé? Diriez-vous qu'aujourd'hui, on a une politique immigrationniste? Non, nous n'avons pas de politique migratoire.
Et c'est le sujet. Regardez ce qui se passe dans la Manche entre la France et le Royaume-Uni. On vient de faire un remake de rallonge financière des accords du Touquet. Et en même temps, près de 70% de ceux qui arrivent sur les côtes françaises pour aller vers le Royaume-Uni proviennent de la frontière belge. Ça veut dire qu'il n'y a pas de politique migratoire, qu'il n'y a pas de contrôle migratoire. On s'occupe, en réalité, on fait le travail pour les Britanniques. Et alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Les laisser partir, ces migrants, les laisser passer? Il faut aussi qu'on fasse le travail et que les Belges nous aident à faire le travail. Voilà pourquoi il faut une réponse européenne. Mais en attendant, et j'allais dire, il est impératif que nous ayons une véritable politique migratoire. Nous aurons, paraît-il, un texte au début de l'année. Il faudra voir si ce texte est un texte d'annonce, un texte d'apparence ou un vrai texte qui définit une politique migratoire. À vous entendre, il y a déjà la réponse dans la question. Non, on va voir le texte. Pas de procès d'intention. Pas de procès d'intention. Il y aura surtout les amendements du Sénat. Il y a eu un excellent rapport de la Commission des lois. Il faudra mettre en œuvre ce rapport et répondre à d'autres sujets, notamment sur la question notamment de l'exécution, des obligations de quitter le territoire français. Vous êtes critique du gouvernement Gérard Larcher sur de nombreux sujets, notamment évidemment l'immigration et d'autres, mais pas sur les retraites. Et le projet de l'exécutif, vous êtes même décrit comme étant le meilleur allié d'Emmanuel Macron lors du vote sur le budget de la sécurité sociale. Vous avez voté pour le report de l'âge légal à 64 ans. Marine Le Pen dénonce une manœuvre, dit-elle, indigne du Sénat pour complaire à Emmanuel Macron. Ça vous fait sourire? En quoi a-t-elle tort? C'est Emmanuel Macron qui a repris le texte du Sénat que nous votons régulièrement chaque année depuis 4 ans. Donc je vois qu'Emmanuel Macron voit bien la nécessité de réformer les retraites, parce que si on ne les réforme pas, ça voudra dire que soit on augmente les cotisations, insupportable en ces temps où le pouvoir d'achat est largement questionné, ou on diminue le montant des retraites. Là aussi, même réponse. Il faut en réalité augmenter la durée du temps travaillé pendant la vie et se poser la question parallèlement, est-ce qu'on investit ou non sur l'emploi des seniors ? Or, le recul de 62 à 64 ans va permettre, j'allais dire, de sensibiliser, parce qu'après 55 ans, on n'investit plus dans l'emploi des seniors. Vous discutez avec le président de la République, vous êtes sûr qu'il y aura une mesure d'âge dans sa réforme, dans son projet? Il n'y a pas de solution s'il n'y a pas de mesure d'âge. Mais est-ce qu'il vous a confirmé qu'il y aurait une mesure d'âge? Il sait ce qu'il m'a dit, j'espère qu'il est stable dans les choix qui sont les siens. N'est-ce pas? Tout cela arrive dans un contexte social qui est très particulier. On a entendu tout à l'heure dans le journal les différents rapports sur la pauvreté. Gérard Larcher, comment vous décrivez le climat social en ce moment? Climat social tendu, d'inquiétude, situation nationale, les coûts de l'énergie. Les Françaises et les Français reçoivent, par exemple pour les locataires, les appels de charges qui se sont multipliés par 2, par 3, par 4, y compris dans le patrimoine social. Et puis l'inquiétude internationale. Vous voyez bien qui rythme votre journal aussi, ce qui se passe à la frontière ukrainienne, les déstabilisations dans une partie de l'Afrique. Tout ça inquiète les Français. Inquiète? C'est une résignation ou il y a les ferments d'une... Et puis il y a le sujet qui est très très sensible du prix des carburants. Sujet très sensible qui nous avait d'ailleurs conduit au gilet jaune. C'était, souvenez-vous, en 2018. Sujet très sensible parce que nous le regardons trop souvent quand nous abordons ce dossier avec le prisme, j'allais dire, des habitants des métropoles et des grandes villes que nous sommes, qui avons des transports collectifs. Moi, ce que je sens sur le terrain, notamment dans toutes les communes de moins de 10 000 habitants, où il y a souvent très peu de transports collectifs et où le véhicule individuel est indispensable pour le travail, qu'il faudra qu'on cherche à apporter des réponses à ceux qui ont besoin de leur véhicule pour travailler. Avec la restriction de gros rouleurs. Elle n'est toujours pas là. Ah ben oui, elle va venir, elle va prendre le relais à partir du 1er janvier. Nous pensons qu'il faut des mesures ciblées, bien sûr temporaires, car nous sommes en même temps conscients du coût. Ministre du budget, puisque nous verrons aujourd'hui l'examen du budget au Sénat, dit déjà c'est 46 milliards d'euros. Et nous sommes parfaitement conscients que nous devons aborder le budget avec un objectif qui n'est pas d'aggraver le déficit du pays, mais de le réduire. Mais en même temps, il faudra répondre à la spécificité, notamment, je rappelle que c'est 50% des Français qui vivent dans des communes de moins de 10 000 habitants. Non mais attendez, et ceux-là, on en parle peu.
qui n'en parle pas, qui ne pense pas à eux? Vous dites qu'on regarde tout cela depuis les métropoles. Souvent, oui. Souvent. Mais qui le fait? C'est le gouvernement, quand on a une mesure le généralisée, président? je pense que tous collectivement, nous devons être attentifs, les politiques, mais aussi la société et les médias. En attendant, votre parti, Gérard Larcher, les LR, est occupé à la prochaine élection de son président avec 3 candidats, et en particulier quand même un face-à-face, Bruno Retailleau et Éric Ciotti. Quelle principale différence entre les deux? Qu'est-ce qui peut motiver les militants, les adhérents à voter? Écoutez, ils ont une vision sur le régalien qui est assez comparable. Je crois que Éric Ciotti est plus libéral et plus libéral que Bruno Retailleau croit plus au rôle et à la place de l'État. Mais Bruno Retailleau, je le vois comme président de groupe, sa capacité à écouter, sa capacité à rassembler, à admettre qu'on peut être différent sur un certain nombre de dossiers. Et la première des obligations pour un président des Républicains demain va être l'unité, rassembler et ensuite imaginer les propositions qu'on peut faire aux Français pour retrouver la confiance. Et moi, je serai un acteur de l'unité. On a compris, garant de l'unité, mais j'ai même pas besoin de vous demander qui est votre favori, puisque vous avez dressé un portrait élogieux de Bruno Retailleau. Est-ce que vous avez déjà assisté, Monsieur le Président, à une corrida? Oui. À Nîmes. Vous avez pris du plaisir? Ça n'est pas dans ma culture, mais moi, je voudrais rappeler sur la corrida qu'elle est interdite en France, sauf tradition locale ininterrompue. Et voyez-vous, dans cette démarche, je pense qu'il faut qu'on soit attentif et respectueux des territoires et des traditions locales. C'est vraiment aussi une des marques du Sénat. Je crois que on veut imposer une espèce de vision univoque qu'on aime ou qu'on n'aime pas. La corrida, il en est la même chose pour la chasse ou pour la pêche. Je crois qu'il faut qu'on soit très attentif à ces traditions. D'accord, tradition, mais qu'est-ce que vous répondez à ce que porte un territoire? Oui, mais il y a cet argument de la tradition, mais les anti-corridas affirment que c'est de la torture, un massacre en public qui occulte la souffrance du taureau. Du taureau. Je peux comprendre tout ça. Le vétérinaire je de n'oublie pas que je suis, vous êtes. Vétérinaire, mais je suis aussi extrêmement attentif à ces traditions locales, à cette culture qui est portée, la culture taurine, comme il y a d'autres cultures qui sont portées. Mais quand la banderie est piquée entre le dos et le cou... Bien sûr que il y a un élément de souffrance. Mais je vous redonne ma position, elle est extrêmement claire. La corrida, elle est interdite, sauf dans les territoires où il y a une tradition locale ininterrompue. Et je défends les traditions. Il y a une proposition de loi donc d'Aymeric Caron. Quel est votre rapport justement avec ces militants? Est-ce que vous les qualifiez d'animalistes? Que pensez-vous de Moi, je suis pour la liberté d'expression, et donc je peux comprendre ceux qui ont des choix différents des miens, qui sont parfois les porteurs d'un autre héritage culturel ou de tradition. Mais ce que je veux dire, c'est que si on arrêtait d'interdire tout dans ce pays, nous ne cessons d'augmenter les interdictions, et ensuite nous ne respectons pas l'état de droit. Ces mêmes écologistes, animalistes, quand ils sont à Sainte-Soline, je ne fais pas un amalgame entre les deux, mais parfois ils se ressemblent, ou ils sont issus des mêmes courants politiques, ils ne respectent pas l'état de droit. Il faut arrêter d'interdire, mais alors pourquoi interdire un débat au Sénat sur ce sujet? Il n'est pas interdit. Ah, il y en aura un alors? Il n'est pas interdit. Il suffira que la conférence des présidents le décide. Une question sur la chasse, Gérard Larcher, vous en avez parlé. Pour améliorer la sécurité à la chasse, le gouvernement envisage d'instaurer un délit d'alcoolémie spécifique aux chasseurs. Vous y êtes favorable? Attendez, c'est une proposition qui a été faite par le rapport de mission du Sénat. Maryse Carrère et Patrick Chaise ont fait cette proposition il y a plus d'un mois et demi. Souvenez-vous, à l'époque, ça a soulevé beaucoup d'interrogations. Mais ils n'ont pas soulevé que cette question qui me semble évidente. C'est évident pour vous. Qui est évidente. Ils ont posé aussi la question de l'objectif zéro accident, de la formation des chasseurs, de l'information, mais aussi du respect par ceux qui sont, j'allais dire, dans l'espace naturel, eh bien, du partage d'usage de la nature, c'est-à-dire aussi du partage d'usage par les promeneurs, les chasseurs. Je crois qu'il faut apprendre à vivre ensemble. Vivre ensemble avec des sensibilités parfois différentes, avec des approches parfois différentes. Notre pays a tellement besoin de se vivre ensemble. Et donc oui, pour ce délit d'alcoolémie spécifique aux chasseurs, boire ou chasser, il
faut donc choisir, comme on dit. Et pas uniquement ça. Vous savez, porter une arme, c'est une responsabilité majeure. Oui. Les chasseurs, ce sont aussi des gens qui sont très attentifs à la biodiversité, à la nature. Ils sont caricaturés ? Oui, ils sont parfois caricaturés. Vraiment, quand je vois ce qui est fait par un certain nombre de fédérations départementales, par des acteurs locaux, en matière de biodiversité, il y a des exemples à suivre. Merci Gérard Larcher d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous.